Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé des super vacances. Je tenais déjà à vous souhaiter une très belle année de vive voix, plein de bonheur, d'épanouissement et surtout beaucoup de réussite pour votre année. J'espère que les résultats ont été à la hauteur de vos espérances. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation du MEM2. Comme vous le savez, avec Topla, on a mis en place des euros blancs sur le temps du midi. Donc tous les lundis midi, vous pouvez passer un MEM différent. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire via le lien qui est dans la bio Insta. Et je vous invite vivement à le faire parce que c'est un super entraînement et c'est le meilleur moyen de vous rendre compte de la réalité des épreuves que vous devrez peut-être passer si vous êtes petit admissible à la fin de l'année. Et donc pour vous aider et vous préparer un peu à passer ces épreuves et pour que vous soyez moins dans le flou face à celle-ci et que vous vous sentez plus en confiance pour vous inscrire aux euros blancs, on vous prépare une vidéo par même pour vous le présenter brièvement et vous donner quelques conseils pour le réussir. Moi aujourd'hui je vais vous parler du MEM2. Alors le MEM2 qu'est-ce que c'est? Le MEM2 il est intitulé Analyse de documents et analyse de données scientifiques. Donc c'est une épreuve qui dure 30 minutes en tout. On se divise en deux grandes parties. D'abord 20 minutes de préparation où vous êtes face à votre article. Donc voilà, vous avez votre sujet, vous le préparez, vous surlignez, vous notez ce que vous voulez dessus. Et ensuite, vous avez 10 minutes de passage, divisé également en deux parties. 5 minutes de présentation où c'est vous qui parlez et le jury ne vous interrompt pas. Suivi ensuite de 5 minutes de questions. Là, il y a vraiment un échange entre vous et les jurys. Je dis les jurys parce que vous serez évalué par deux personnes. Il n'y aura pas seulement une personne devant vous, mais bien deux. Vous serez notamment évalué sur votre capacité d'analyse et de raisonnement à partir d'un article issu de la grande presse, c'est-à-dire des journaux tels que Le Monde, Libération, etc. Et les documents proposés pour cette épreuve, ça sera des documents de une page maximum qui qui pourront être accompagnés de graphiques, d'illustrations, d'iconographies de toutes sortes. Et normalement, dans ces articles, les iconographies ou les graphiques ne sont pas indispensables à la compréhension, c'est-à-dire qu'elles apportent un plus par rapport à l'article. Mais si vous ne comprenez pas les graphiques, si vous ne comprenez pas les données sous forme de tableau, etc., normalement, vous pouvez quand même comprendre l'article et donner du sens à votre présentation. Par contre, s'il y a des articles, s'il y a des iconographies, vraiment, il faut absolument essayer et tenter de les exploiter. Même si vous n'êtes pas sûr de vous, il faut essayer de les exploiter et surtout de faire le lien avec le document. Il faut vraiment que ça serve votre discours, ça appuie vos propos et vos arguments et que c'est un sens avec le texte. Il ne faut pas présenter ça comme une liste de courses complètement à part du texte. C'est vraiment, s'ils sont là, c'est qu'ils ont un lien avec le texte et qu'ils permettent de l'illustrer. Donc là, je vous ai donné les grandes modalités de l'épreuve. Quelles seront alors les consignes précises de cette épreuve? Les consignes précises de cette épreuve, il y en a 4. Vous aurez 4 consignes le jour de l'épreuve. Donc, première consigne, faites une synthèse des informations contenues dans l'ensemble de la documentation. Ensuite, formulez là où les problématiques du document. Puis, analysez de manière critique là où les problématiques ainsi que l'ensemble de la documentation. Et ensuite, que proposez-vous comme perspective sur le sujet? Donc là, vous voyez bien que via ces consignes, en fait, découle le plan de votre présentation. C'est-à-dire que quand vous allez présenter votre préparation, quand vous allez présenter face au jury, vous allez simplement suivre ces consignes et répondre à ces questions. Et le but, c'est que le jury puisse suivre le déroulement de votre propos, puisse comprendre où vous en êtes. Et donc c'est pour ça que c'est très important de bien structurer son discours. Et c'est pour ça que là, on va passer, je vais vous donner quelques conseils justement pour bien réussir cette épreuve. Donc pour bien réussir cette épreuve, il est d'abord fondamental d'articuler son exposé en n'oubliant pas d'introduire chaque consigne de manière à ce que le jury puisse vous suivre facilement. En fait, vous annoncez ce que vous êtes en train de faire. Tout d'abord, je vais réaliser la synthèse du document, puis vous commencez par la synthèse du document. Ça permet vraiment au jury, même si ça peut paraître un petit peu artificiel comme ça permet au jury qui va avoir beaucoup d'étudiants à la suite de vous suivre, de ne pas être perdu. Ça sera beaucoup plus clair et pour lui, ça sera plus simple et plus intelligible. Ensuite, il est hyper important d'utiliser des mots liaisons et des connecteurs logiques. C'est ce qui va donner les liens logiques entre vos idées. Donc par exemple la cause, la conséquence, voilà, c'est toutes ces choses-là, c'est permis par les connecteurs logiques et c'est hyper important quand vous argumentez parce que c'est ce qui donne tout le sens à votre discours. Il faut faire des liens entre les parties, les arguments et les idées. En effet, un texte
souvent quand on vous présente un article, il y a une entité de sens, c'est-à-dire que il y a dans un article, il y a toujours plusieurs dimensions, plusieurs arguments qui sont évoqués, mais ceci se réfère toujours à un thème principal, à une thèse qui est défendue dans l'article, qui est présentée dans cet article. Parfois, il y a l'antithèse qui peut être aussi présentée dans le même article. En tout cas, il y a une homogénéité dans le document et il est important du coup de faire des liens et de ne pas présenter les arguments et les éléments sous forme indépendante les uns des autres. Il y a toujours des liens et c'est important de les identifier, ces liens, et d'essayer de les mettre en lumière quand vous allez présenter vos arguments. Pareil, de la même manière, quand vous présentez vos arguments, on commence toujours par l'argument le plus évident pour terminer par l'argument le plus recherché, celui dont vous êtes le plus fier, celui qui vous semble le plus réfléchi. Ensuite, il faut bien être clair dans ses propos, ça c'est hyper important. Il faut maîtriser le langage verbal et non verbal, donc c'est une épreuve orale, là vous n'êtes pas face à une feuille, vous êtes face à une personne, donc c'est important de mettre de la vie dans votre présentation, de ne pas rester stoïque sur votre chaise et d'essayer d'appuyer vos propos par des gestes, par des intonations, par des expressions de visage. Même si vous aurez peut-être le masque, mais bon, il faut quand même essayer de le faire. Vous vous contentez d'exposer les faits et d'amener une réflexion personnelle, mais vous n'exposez pas d'avis catégorique, ça c'est également important. Il ne faut pas prendre parti pour tel ou tel point de vue, c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'analyser l'article, d'analyser ce qui vous est présenté dans ces articles, les éléments qui sont présentés dans ces articles. On ne vous demande pas de donner votre avis personnel. En tout cas, si vous devez le faire, ça c'est si le jury vous pose la question. Mais dans votre présentation, on vous demande d'analyser l'article, simplement. Il faut éviter les blancs et il faut faire preuve de dynamisme. Donc vous voyez bien qu'un oral, il faut que ça soit vivant, comme je vous l'ai dit, donc on n'hésite pas à faire des gestes, etc. Et on évite les blancs, donc on essaie de parler et de combler, de dire, on explique au jury, si on ne parle plus, on explique, excusez-moi, je cherche mes mots, etc. Et très important, c'est le respect du temps. Donc ça, c'est vraiment très important. Les jurys seront intransigeants là-dessus, il faut bien respecter le temps qui vous est imparti. Donc voilà, c'est bien 5 minutes de présentation, ce sera vraiment 5 minutes. Je vous ai mis une image avec quelques connecteurs logiques que vous pouvez utiliser, ça c'est vraiment très important. Ça va donner de la fluidité dans votre discours et c'est ce qui va donner tous les liens logiques de votre propos. Alors on va maintenant reprendre les 4 consignes que je vous ai énoncées plus tôt pour vous donner un petit peu des éléments sur comment y répondre. Donc la synthèse que vous allez devoir faire, elle doit durer environ 1 minute. Donc tout dépend de la difficulté du document, de la longueur du document. C'est un ordre d'idée, environ 1 minute. Vous vous rendez compte que vous avez 5 minutes de présentation. Donc 1 minute, ça vous fait 20% du temps. Si ça dure trop longtemps, après vous n'aurez pas le temps de répondre à votre problématique et de donner des perspectives. Donc voilà, faut essayer. Ça c'est un exercice qui est difficile puisqu'il faut essayer de sélectionner les éléments les plus pertinents qui permettent en fait de donner le sens global du texte, mais sans rentrer trop dans les détails, mais quand même en donnant toutes les dimensions que propose le texte. Donc il faut essayer d'être exhaustif sans rentrer trop dans les détails. Donc les éléments que vous pouvez mettre par exemple, c'est important, c'est bien au départ de donner le titre de l'article, la source et la date, de cerner le cœur du sujet, qui, quoi, où, comment, quand. Donc ça en fait c'est les questions de base, c'est ce qui permet, ça permet vraiment comme de cerner votre sujet et de permettre au jury de se situer. Voilà, vous allez faire votre synthèse, le jury va tout de suite savoir de quoi on parle. En fait, il faut faire comme si vous adressiez à des personnes qui n'ont pas connaissance de l'article et vous vous dites ok, j'ai 1 minute 30 pour lui faire un résumé de la situation. Ça peut être aussi pertinent de dire pourquoi c'est un sujet important, le situer dans l'actualité. Si par exemple vous avez un sujet sur le Covid, vous pouvez dire que c'est un sujet d'actualité, que c'est au cœur des préoccupations mondiales actuelles, etc. Et dans cette synthèse, vous pouvez citer des chiffres si ceux-ci sont pertinents pour illustrer votre résumé. Mais attention, s'il y a beaucoup de chiffres, il ne faut pas tous les citer. Mais par exemple, je ne sais pas, si vous avez un article sur la vaccination du Covid en France, et par exemple, si dans le texte, on vous donne le nombre de vaccinés en France à l'heure actuelle, ça peut être intéressant de le citer. C'est vraiment un chiffre important et révélateur qui illustre très bien le thème de l'article. Mais voilà, il ne faut pas commencer à tout citer dans la synthèse.
Et donc je redis à nouveau, attention à ne pas être trop long, ça c'est hyper important, sinon vous n'aurez pas le temps de répondre aux autres consignes de manière complète. Ensuite, donc la deuxième consigne à laquelle vous allez devoir répondre, en fait, c'est formuler une ou des problématiques. C'est une étape qui est fondamentale et c'est ce qui va conditionner la suite de votre discours. Alors une problématique, c'est quoi? C'est une ou deux questions simples qui vont servir de fil de conducteur à votre présentation. En fait, c'est les questions à partir desquelles va s'appuyer votre argumentation et auxquelles vous allez répondre via votre argumentation. Donc la problématique, elle doit viser juste, c'est-à-dire qu'elle doit être englobante vis-à-vis du sujet, sans toutefois l'être trop. C'est-à-dire que votre problématique, elle doit interroger l'ensemble du sujet, l'ensemble des dimensions abordées par votre article, mais elle ne doit pas être trop large, elle doit quand même être centrée sur le sujet, mais sans se focaliser que sur un paragraphe, par exemple. Elle doit vraiment englober l'ensemble de l'article. Elle ne doit pas non plus restreindre, donc c'est ce que je vous l'ai dit. Elle peut vous aider à faire des liens avec vos connaissances personnelles parce que vous pouvez donner une problématique donc centrée sur le sujet, mais par exemple avec une virgule et une deuxième partie de la problématique qui vous permettra d'apporter quelques connaissances personnelles en plus. Le choix de votre problématique doit être justifié à l'aide d'éléments du texte. Donc quand vous allez énoncer votre problématique, ça fait partie des attentes de l'épreuve. Il faut justifier pourquoi vous avez choisi cette problématique. Donc voilà, avec des éléments du texte, parce que par exemple, je sais pas moi, si votre problématique, toujours sur un exemple d'article sur la vaccination de Covid en France, vous pouvez justifier le choix de votre problématique sur par exemple quelle est l'importance de la vaccination contre le Covid en France. Vous pouvez dire avec des études dans le texte, des études ont été menées, ont montré que ça réduisait la propagation du virus, etc. Donc c'est important de se demander quel est justement le rôle de cette vaccination face à la lutte contre le Covid-19. Voilà comment vous pouvez le justifier. Je vous ai donné un exemple aléatoire. Attention, donc une problématique, elle doit être simple, précise, concise et cohérente. C'est vraiment les quatre mots d'ordre. Il faut pas que ça soit une phrase très compliquée et il faut surtout pas que ça soit trop vague. Il faut pas que ça soit trop long et il faut que ça soit en adéquation avec le texte. Donc voilà, ce qui répond aux 4 critères. Elle doit être originale, donc faut se dire que vous allez être plusieurs à passer sur le même texte. Le jury va vous faire passer les uns à la suite des autres. Il faut essayer de se démarquer des autres candidats. Donc essayer d'avoir une problématique originale tout en ce qu'elle restant il faut également qu'elle reste pertinente, Et elle ne doit pas être insolvable, c'est-à-dire que les éléments que vous avez dans votre texte doivent permettre d'apporter des éléments de réponse. Il ne faut pas donner une problématique à laquelle vous répondez uniquement avec vos connaissances personnelles. Ce n'est pas du tout ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est vraiment une problématique qui est centrée sur le texte, à laquelle vous répondez grâce à des éléments du texte et éventuellement, vous pouvez apporter quelquefois des connaissances personnelles pour appuyer les éléments du texte ou pour développer un argument. Mais en aucun cas, la base, c'est toujours le texte. Ça, c'est fondamental. La base, c'est le texte. C'est bien une analyse d'article, une analyse de texte. Une bonne problématique, elle met en lien différents concepts. Et pour introduire une problématique, n'hésitez pas à utiliser des formulations toutes faites. Donc, il conviendra de s'interroger, il conviendra de montrer, nous nous interrogerons sur, nous pourrons mettre en lumière, etc. Alors, la critique de la documentation, c'est vraiment la partie la plus longue et sûrement la plus importante. Donc, c'est vraiment l'argumentation en fait. C'est la partie qui va répondre à votre problématique. Donc, il faut ici utiliser des arguments toujours accompagnés d'exemples. Parce qu'un argument sans exemple perd sa valeur argumentative. Donc, les exemples, ça peut être des chiffres donnés dans le texte ou ça peut être des exemples issus de vos connaissances personnelles. C'est pour ça que pour cette épreuve, je ne l'ai pas encore dit, mais pour cette épreuve, c'est important de rester informé de l'actualité, de lire régulièrement des articles parce que vous allez tomber sur des articles récents et donc si vous avez une bonne culture générale, vous allez avoir des éléments à apporter pour appuyer vos arguments, appuyer votre propos et vous allez pouvoir vous démarquer des autres candidats en apportant des choses qui sont très personnelles et qui ne sont pas notées dans le texte mais qui justement appuient ce qui est dit dans le texte. Il faut développer les hypothèses dans un ordre logique, c'est ce que je vous ai dit précédemment. On part toujours de la plus évidente vers la moins évidente. Quand je dis hypothèse, argument. Les arguments de réponse donc, se trouvent dans le texte,
mais comme je vous l'ai dit, peut faire appel également à vos connaissances personnelles. Et la critique de la documentation, quand on parle de critique de la documentation, c'est examiner en fait l'efficacité de la vue ou du point de vue proposé dans l'article. C'est-à-dire, il va falloir donner les limites de l'article proposé, les éventuels biais, les dimensions du sujet non exploré, critiquer la présentation des résultats des études, les points de vue trop univoques, etc. C'est-à-dire que quand vous allez lire votre article, vous allez avoir parfois, ça vous arrive sûrement quand vous lisez un article, quand vous regardez une vidéo, etc. Vous avez parfois un regard critique et vous vous dites « Ah, il aurait été préférable de faire comme ça aurait été plus clair si c'était comme ça, etc. » Et bien là, c'est ce qu'il faudra restituer, c'est-à-dire que si les résultats sont présentés sous forme de tableau, vous avez un tableau à la fin avec des résultats et que vous pensez que ça aurait été plus judicieux de le présenter sous forme de graphique, c'est important de le mentionner. Ça montre que vous prenez du recul par rapport au document, que vous n'êtes pas tête baissée face à lui et que vous êtes capable de vous dire « Il y a des choses à améliorer ». Je pense qu'il aurait été mieux de faire comme ça, etc. Vous pouvez le formuler différemment. Par exemple, au lieu de dire je pense que, c'est préférable de dire justement, il aurait été préférable pour augmenter la lisibilité des résultats, de présenter sous forme de graphique, etc. Et donc, pour conclure sur cette partie, c'est vraiment fondamental de prendre du recul vis-à-vis de l'article proposé. C'est important de se rendre compte que ce n'est pas parfait, qu'il y a parfois des dimensions qui ne seront pas abordées dans l'article, qu'il y a des choses qui auraient pu être ajoutées, que éventuellement le point de vue est biaisé, est trop focalisé sur une thèse en particulier et qu'il y a une autre thèse qui aurait pu être évoquée et qui aurait apporté, qui aurait été pertinente dans ce thème. Voilà, pour la critique de la documentation et les hypothèses de réponse, c'est-à-dire la réponse à votre problématique. Enfin, la dernière question à laquelle vous allez devoir répondre, c'est les perspectives sur le document. Les perspectives sur le document, elles ouvrent le sujet, elles permettent de lui donner une nouvelle dimension. C'est-à-dire que c'est des ouvertures en fait, c'est ce que vous appeliez au lycée des ouvertures, c'est-à-dire que vous partez du texte, le texte vous évoque des éléments et vous vous dites ah bah ok, ce thème, cet argument-là, il me fait penser à ça, on pourrait s'interroger sur tel sujet, etc. Par exemple, on reprend l'exemple d'un article sur la vaccination contre le Covid-19 en France. Eh ben, en perspective, si ce n'est pas évoqué dans le texte, on pourrait s'interroger sur les effets, sur l'efficacité de la réponse immunitaire à long terme, le nombre de doses qu'il conviendra de réaliser pour être efficacement protégé, etc. C'est important de ne pas se répéter avec ce qui a été dit dans la partie précédente. Donc, les perspectives, elles ne doivent pas reformuler ce qui a été dit dans les hypothèses de réponse. Il faut apporter des éléments nouveaux pour vous démarquer. Et c'est là que vos connaissances personnelles, votre culture, vos expériences personnelles vont être déterminantes pour vous démarquer des autres candidats parce que cette partie est un peu plus ouverte, un peu plus libre. Vous partez toujours comme point de départ le texte, mais vous ouvrez sur autre chose. Donc là, votre champ d'argumentation s'élargit et vous pouvez prendre certaines libertés face au texte. Il faut essayer donc d'être original et réfléchi. Et vous pouvez proposer des perspectives dans différents domaines sans que cela devienne une liste de courses. Donc ça c'est important, il ne faut pas énoncer des choses sans aucun lien avec le texte, sans aucun lien entre elles. Il faut essayer d'avoir une cohérence dans ce que vous allez énoncer comme perspective. Et il ne faut pas oublier que chacune des perspectives que vous proposez doit avant tout servir votre discours et permettre d'aborder d'autres thèmes en lien avec l'article proposé. Donc il faut toujours réfléchir à la pertinence de ce que vous avez avancé. Il ne faut pas faire des ouvertures pour faire des ouvertures. Vraiment, il faut qu'elles soient cohérentes, pertinentes et justifiées par rapport à ce qui vous est dit dans le texte. Pour terminer, donc, je vais vous parler de l'entretien. Donc l'entretien, il va durer 5 minutes et il va suivre la présentation que vous aurez faite précédemment qui va durer 5 minutes également. Donc pour l'entretien, il faut se préparer à tout type de questions. Il s'agit davantage d'un débat plutôt que d'une simple séance de questions-réponses. C'est-à-dire que le jury va vous poser une question, vous allez y répondre et le jury va sûrement rebondir sur ce que vous avez avancé, ce que vous avez proposé comme élément de réponse pour essayer éventuellement de vous faire développer, parce qu'il n'a pas compris ce que vous avez dit, parce qu'il souhaite une précision, etc. Donc c'est vraiment un échange avec le jury. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander au jury si vous n'avez pas compris la question, de la reformuler.
Ou même, il y a aussi, donc ça c'est une méthode pour éviter les blancs, c'est-à-dire que si le jury vous pose une question et que vous ne savez pas y répondre, pour le moment vous avez besoin un peu de temps de réflexion, plutôt que de dire voilà, de rien dire, de bégayer, c'est préférable de demander au jury de reformuler la question. Donc déjà, peut-être que le fait de reformuler la question, ça vous aidera à mieux la comprendre, mais surtout pendant qu'il reformule la question, ça vous donne du temps pour réfléchir en même temps. Et du coup, ça fait pas de blanc. Et ça passe beaucoup mieux. Il faut savoir argumenter ce qu'on avance en donnant un ou des exemples. Il faut convaincre son interlocuteur. Donc quand vous répondez à une question du jury, il faut proposer des arguments. Il ne faut pas parler dans le vent. Il faut que ça soit des choses qui soient fondées, illustrées, cohérentes. Et il faut essayer d'être le plus concis possible. Il ne faut pas partir dans des explications à rallonge parce que 5 minutes c'est court. Le mieux c'est quand il vous pose quand même un certain nombre de questions. Donc il faut essayer voilà, d'être concis et de laisser le jury également répondre et rebondir sur ce que vous dites. Il faut garder un esprit critique sur ce qui se dit et il faut trouver de nombreux points de vue même si ce n'est pas ce que vous pensez. Donc si on vous demande, le jury peut parfois vous demander quel est votre point de vue, il va falloir le justifier, donc pourquoi vous pensez ça, mais c'est important également de dire pourquoi l'autre point de vue selon vous n'est pas approprié, etc. Il ne faut pas rester fermé sur un argument, donc il faut ouvrir la discussion. Donc c'est important, si vous voyez que le jury insiste sur une question, d'essayer de trouver un autre argument, d'essayer de voir si vous avez présenté une thèse, éventuellement d'envisager l'antithèse. Il faut suivre le jury là où vous vous emmenez, donc ça c'est-à-dire qu'il ne faut pas fermer la discussion. Si vous voyez que le jury vous emmène sur un autre sujet, essayez de vous faire un lien avec autre chose, il ne faut pas dire je sais pas. Il faut essayer de trouver, il faut essayer de suivre le cheminement de pensée que veut vous faire prendre le jury. Et il ne faut pas vous précipiter pour répondre et le plus réaliste possible, concis et pertinent. Voilà, donc j'espère vous avoir donné quelques éléments pour vous permettre d'être plus rassuré et plus à même de vous préparer à cette épreuve. Je vous invite vraiment, et je vous le redis encore, je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais à vous inscrire aux Euros Blancs sur le temps du midi. Le lien, donc, comme je vous l'ai dit, est dans la bio Insta de Topla. Vous choisissez votre créneau, vous pouvez passer le même 1, le même 2 et le même 3. Vous passez, voilà, donc vous vous inscrivez sur la date qui vous arrange. Et c'est vraiment important, même si vous sentez, vous vous dites je sais pas trop comment ça va se passer, je suis pas vraiment préparé, etc. Pour vous préparer, donc vous avez cette vidéo qui vous explique comment se déroule l'épreuve. Vous aurez la même chose pour le même 3 et le même 1. Et pour le même 3 et le même 2, vous avez sur le drive des exemples de sujets qui paraissent tous les lundis. Donc là, il y en a déjà une quinzaine qui sont sur le drive puisqu'il y a également tous les sujets des Euros Blancs de l'année dernière. Donc vous pouvez vraiment vous entraîner. Donc je vous invite à en faire un ou deux et de passer votre oral blanc le midi. C'est vraiment en faisant l'oral blanc que vous vous rendrez compte de vos lacunes, de ce qu'il faut travailler, de ce que les jurys attendent, etc. et des différentes exigences de l'épreuve. Il ne faut vraiment pas avoir peur, n'hésitez pas à y aller, on est là pour vous, on est là pour vous rassurer, pour vous aider, pour vous donner des conseils. Et justement, vous allez ressortir de votre passage avec plein de conseils et plein de choses pour vous améliorer et pour cartonner le jour des vrais euros et éventuellement si vous voulez passer à la fin de l'année. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle continuation et à bientôt. Ciao les boss.